Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction. Chaque semaine, une demi-heure d'émission en direct, live, comme on dit dans les bonnes crèmeries, pour faire le point sur notre portefeuille boursier. On vous a réservé une petite surprise. On va faire un petit focus sur le secteur des médias et des télécoms dans la dernière partie de l'émission consacrée à la gestion. Mais tout de suite, la traditionnelle analyse macroéconomique. Avant d'entrer dans cette analyse, un petit tour de table de nos invités. On retrouve Hubert Tassin, notre analyste. Bonjour Hubert. Bonjour Thomas. Paul Schforer, notre économiste. Bonjour Paul. Bonjour. Et Thomas Louis, notre gérant. Bonjour Thomas. Bonjour messieurs. Paul, la parole est à vous. Bien, pour parler de l'actualité, en fait, finalement, cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose, même si on attendait énormément de choses. Réunion de la BCE, il ne se passe rien. Réunion de l'OPEP, il ne se passe rien. Maintenant, les apparences sont trompeuses. Oui, voilà, il ne se passe rien, mais il se passe quand même un petit quelque chose. Voilà, alors, déjà pour la BCE, la BCE commence ses rachats d'obligations d'entreprise la semaine prochaine. Donc, même si c'était annoncé, c'est déjà quelque chose. Et puis, on a eu, je ne sais pas ce que vous en pensez, des objectifs assez précis fixés par M. Draghi de croissance. C'est assez crédible, 1,6, 1,7 l'année prochaine, 1,7 dans 2 ans, mais surtout d'inflation, 0,2 cette année, et il voit 1,3 l'année prochaine et 1,6 l'année d'après. Oui, ça c'est le truc qui m'a un peu choqué. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec cette image-là, c'est qu'il s'est passé des tas de choses en coulisses dans toutes ces réunions. Là, en particulier, on voit que le focus de la BCE sera vraiment de faire en sorte qu'on ait de l'inflation par tous les moyens possibles, et si possible en évitant d'avoir des taux nominaux directeurs négatifs. Alors vous nous avez apporté un graphique justement à ce sujet qu'on va découvrir tout de suite. Voilà, le jour. Léonia. Oui, la réalité c'est qu'aujourd'hui, quand on prête de l'argent, eh bien, au jour le jour, on a des taux négatifs, c'est-à-dire qu'on est à moins 0,33. On n'a pas nécessairement cette image-là parce que tout le monde se réfère au livret A qui, lui, offre encore un rendement significatif dans cet environnement-là. Mais la réalité, c'est qu'une entreprise peut se retrouver aujourd'hui, quand elle dépose son argent en banque, débité pour l'avoir fait. Pas qu'une entreprise. Thomas, vous me confiez que, en fait, certains de vos clients commencent à être débités sur des positions cash. Oui, c'est pas théorique, là, ce dont on parle. Non, c'est d'abord véridique. Depuis le début de l'année, nos clients qui ont des grosses positions en cash sont débités, puisque les banques répercutent les conditions de refinancement de la BCE. Donc ça veut dire, prenons l'exemple, j'ai 100 000 euros en cash sur un compte en banque, on va me prendre 0,40 par an. 400 euros à la 0,40 annuel par mois, en 12e, un 12e de 0,40. Pas... Donc c'est quand même une vraie nouveauté. Alors ça va être d'autant plus un choc des cultures que je rappelle que les banques n'ont jamais rémunéré qui que ce soit. Quand ils l'ont fait, c'était dans une condition de bricolage absolue. Donc je leur souhaite bien du courage d'ailleurs pour expliquer maintenant aux clients ces prélèvements. Ça va être intéressant du point de vue de la pédagogie. Maintenant, est-ce que au bout du compte, ce qu'on cherche, c'est-à-dire réinjecter de l'argent dans l'économie, inciter les gens à sortir de leur position cash, va se traduire par une augmentation des investissements, ce qu'on cherche vraiment au bout du compte, ou par... C'est ça l'inflation à tout prix en fait. Jusqu'à présent ça ne marche pas. Aujourd'hui c'est de l'inflation des actifs à tout prix. Voilà, c'est ce que je voulais dire, ça marche quand même, parce que les actifs, il y a de l'inflation des actifs, et puis il y a quand même de la consommation. On aura l'occasion d'en reparler, le marché automobile européen, il croît au mois de mai avec des jours fériés en moins, etc. Mais il croît quand même très fortement. Donc on arrive quand même à faire sortir leur fric aux gens, mais ça va être long, et surtout, alors quelque chose qui nous regarde nous, c'est que la tendance à faire du cash dans les portefeuilles, c'est-à-dire à désinvestir des actions au niveau mondial, se poursuit. Mais oui, mais en fait, ce qui est assez simple, c'est que l'argent se déplace, va vers toutes les classes d'actifs qui n'ont pas encore connu de caractère spéculatif. Le mieux, c'est l'immobilier, qui est à son paroxysme, c'est ce qu'on disait il y a encore quelques temps, et qui va continuer peut-être de monter un petit peu. On verra que le scénario peut s'infléchir. On en parlera, je pense, en matière inflationniste. Ça peut avoir quelques impacts d'ici la fin de l'année quand même. Mais en revanche, on l'a vu dans le private equity, les prix pratiqués sont énormes. Des multiples de résultats d'exploitation considérables
aujourd'hui sur les opérations. Les marchés actions américains sont extrêmement élevés. Alors, il reste encore l'Europe et les pays émergents qui n'ont pas encore connu cette inflation, mais why not? On espère que ça arrivera sur nos rivages. Alors, ceux qui en profitent, en revanche, sont les États. Ce sont les États, puisque effectivement, ils empruntent, en fait, on les paye pour leur prêter de l'argent. Ce qui est quand même quelque chose... Qu'ils savent dépenser, eux. Qu'ils savent dépenser. Qu'ils savent, qu'ils trouvent le moyen de dépenser. Est-ce qu'ils le savent? Voilà, est-ce que la sagesse est là-dedans? C'est un autre sujet. C'est quand même la remise en cause parfaite de l'idée que le fait d'avoir beaucoup de dettes induirait une hausse des taux. Donc, le sujet de l'inflation est vraiment le sujet qui est au cœur, et quand on fait le parallèle entre la BCE et la Fed, on s'aperçoit que la Fed a atteint ses objectifs, elle est à 2%, alors que la BCE... Et donc c'est le message caché de la BCE. Exactement, voilà. C'est ça ce qu'elle cherche à nous faire passer comme message. On rappelle le message, donc refaire de l'inflation. Il faut retrouver des niveaux d'inflation qui soient raisonnables. C'est des vrais niveaux, sachant quand même que d'une année sur l'autre, le pétrole est plutôt dans une, et ça c'est le deuxième rendez-vous de la semaine, dans une voie de stabilisation. Et c'est pas un pétrole qui va passer de 50 à 80 qui va aider cette inflation en Europe. Alors juste un mot sur Vienne, l'OPEP s'est réuni, on n'attendait rien, et il y a eu un peu plus, c'est-à-dire que l'Arabie Saoudite infléchit un peu sa position. Oui, je pense qu'il se passe quelque chose de vraiment important sur ce plan-là, c'est que finalement ils ont acté le fait qu'on était dans un environnement d'énergie pas chère, ils se sont servis du fait que les prix avaient été très déprimés pour réformer le pays, maintenant il faut le justifier, et on est passé d'une logique où on voulait absolument des ratios contraignants sur la production, à une logique de stabilisation des prix, c'est-à-dire qu'en fait ils ont proposé un nouveau modèle. Alors ça a certainement surpris tout le monde, ça n'a pas permis d'aboutir, mais c'est une inflexion qui, je crois, est majeure pour l'avenir et qui traduit bien qu'on a changé de monde. Bon, pour clore ce chapitre, vous nous avez apporté un exemple concernant Peugeot, donc un exemple micro pour illustrer de la macro, bien joué. Oui, en fait, c'est l'idée de prendre conscience que les éléments macro, ça a un impact sur la micro. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui, une entreprise comme Peugeot, qui avait défrayé la chronique, dont on avait dit qu'elle pourrait faire défaut, y compris sur le marché obligataire, il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, elle peut financer des projets à 7 ans à un taux qui est de 2%, 2,07 avec... Si on le compare à l'objectif de la BCE en matière d'inflation de 2%, c'est-à-dire en taux réel, 0. Donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est des projets à conduire parce que l'argent est disponible. Mais ce qui, j'imagine, est un peu surprenant pour ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'on peut se dire qu'on a trop d'argent et pas assez de projets, alors qu'il y a plein, j'imagine, d'entreprises qui cherchent de l'argent. Il y a un exemple qu'il donne. Cette année, aux États-Unis, et peut-être même en Europe, mais en tout cas aux États-Unis, les rachats d'actions, c'est-à-dire ce qu'on redonne aux actionnaires d'une certaine manière, les rachats d'actions sont supérieurs aux investissements. C'est-à-dire que plutôt que d'investir, on fait monter le bénéfice par action. Donc on voit bien c'est le risque de la fin de l'histoire, c'est quand même la croissance mondiale qui revient entre 2,5 et 3%, et c'est quelque chose que les entreprises doivent prendre en compte. Avec même la très grande peur, parce que dès qu'on arrive en dessous de 2,5% de croissance mondiale, c'est quand même un peu plus compliqué pour tenir les équilibres. Bon, on va voir qu'il y en a qui ont des idées quand même dans le secteur des médias. C'est la dernière partie de cette émission avec des interviews exclusives qu'on vous fera découvrir, en tout cas des extraits. Posez-nous vos questions, on est sur Facebook en direct entre 12h30 et 13h chaque vendredi pour Interaction, une émission interactive qui porte bien son nom. Tout de suite, notre rubrique tableau de bord. Alors, les fameux feux. Les fameux feux, effectivement. On a d'une part un stress de liquidité qui se réduit. Ça, c'est plutôt satisfaisant. Les banques centrales ont parlé. Ça se calme un petit peu. Et puis, d'un autre côté, on a quelque chose qui est intéressant, c'est que la dynamique des corrélations s'améliore. Et je vous ai d'ailleurs proposé un focus sur ce tableau avec finalement une histoire longue qui permet de voir qu'on est revenu sur des niveaux qui sont plutôt raisonnables, en particulier aux États-Unis. Une histoire courte qui est décroissante. Et on voit qu'on arrive à des niveaux qui sont quand même assez significativement bas par rapport à ce qu'on a vécu dans la période passée. C'est-à-dire qu'on est bien sorti de cette période particulièrement turbulente qu'on a eue au premier mois et deuxième mois de l'année, et on a quelque chose qui est plutôt satisfaisant, c'est-à-dire qu'en fait les dossiers, les cas particuliers sont discriminés dans cette période-là. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, ou on n'achète pas tous les supports. Ok, on reste en mode 3.
Oui, ce qu'on peut voir, c'est qu'il reste 2 feux rouges, ce qui n'est pas beaucoup sur 12, mais beaucoup aussi. Les marchés auraient certainement monté au lieu de ne pas faire grand-chose cette semaine s'il n'y avait pas ce Brexit, ce référendum britannique. Il faut pas l'oublier. Cette semaine, on a eu des sondages qui allaient dans le sens de la sortie. De toute façon, on disait il y a 15 jours que les sondages ne voulaient rien dire quand ils étaient dans l'autre sens. Personne n'en sait rien. Mais on a cette pression. Monsieur Draghi, dans sa conférence, a cette pression. La Réserve fédérale, sans doute la semaine prochaine, remettra son action à 1 mois. S'il n'y avait pas ce référendum, les marchés auraient sans doute pu se monter cette semaine. C'est pas un petit sujet quand même, le Brexit, parce que si ça arrivait, ça créerait quand même de grosses turbulences. Oui, en Europe. Je pense que l'avantage, c'est qu'on sait que ça va les créer. Donc on peut les préparer. Et je pense qu'on ne sera pas sans réaction une fois que l'événement arrivera. Alors ça n'empêche pas qu'il va y avoir de la volatilité, énormément de volatilité, mais je pense que ce n'est pas le début de la catastrophe nécessairement. Oui, Monsieur Draghi a dit, je le prépare, on a de quoi le préparer, mais Monsieur Draghi est une chose. L'autre chose, c'est Madame Merkel, Monsieur Hollande et Monsieur Renzi. Et est-ce que eux, c'est le politique, et on doute du politique. Surtout ce référendum, ça serait un doute du politique. On ne prend pas plus de cash pourtant, comme assurance en ce moment, en se disant, voilà, si jamais il y a un Brexit, Thomas, on ne ferait pas le mieux de... En fait, moi, mon sujet, c'est de réinvestir aujourd'hui pour éventuellement peut-être se couvrir la veille du Brexit, mais je pense que tout est déjà dans les cours, y compris et surtout en Europe, où comme je le disais tout à l'heure, on est déjà en retard. Alors, je pense que ce sera une des places qui, pour le coup, paradoxalement, reculera le moins. Je pense que Londres pourrait être touché beaucoup plus fortement parce que les perspectives en termes de PIB là-bas ne sont pas excellentes sur une sortie du Brexit. La renégociation de tous les contrats, ce n'est pas une mince affaire, quand bien même ils ont expliqué que les Européens ne seraient pas boutés hors de la perfide Albion. Donc moi, je pense que ça ne mérite pas, pour l'instant, toute chose égale par ailleurs, compte tenu des informations dont on dispose, de désinvestir. Au contraire, on va sur du stock picking. La dynamique des corrélations dont parlait Paul tout à l'heure corrobore cette idée d'insister sur plus de stock picking et moins d'indices pour le coup. Et puis, il y a 2 petits éléments qui sont passés un peu inaperçus. C'est que finalement, les Européens ont pu s'entendre sur une idée d'ajustement de la dette grecque. Il y a 1 an, personne ne l'imaginait. Et puis, il y a un embargo russe qui pourrait disparaître. Et on a ô combien dit qu'il nous coûtait en termes de PIB en Europe. Beaucoup plus cher qu'il ne coûterait aux pays du continent la sortie du Royaume-Uni. Non, mais c'est surtout le désordre politique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le reste, on verra. On avance. Pas de désordre dans cette émission avec la rubrique performance. Alors, on va découvrir ces performances tout de suite. On fait jeu égal cette semaine, on fait jeu égal avec l'indice. On a un écart important avec l'indice dividende réinvesti qui devrait encore une fois se combler. On peut peut-être aller tout de suite aux contributions parce que cette semaine, il y a quelques distorsions. Il y a quelques distorsions et on voit par exemple que c'est les financières qui ont essentiellement pénalisé le CAC, alors que nous, on a été plutôt pénalisés par les défensives. On a commencé à racheter des financières, on en parlait lors de la dernière émission, et c'est les semi-cycliques qui ont un petit peu subi quelques pertes pour interaction, comme les cycliques. Donc tout ce qui était cyclique cette semaine a été un petit peu pénalisé, rien de bien surprenant. Vous nous avez apporté un graphique entreprise familiale versus entreprise non familiale. Oui, et donc j'ai pris quelques titres parce que ça me fait toujours sourire ces comparaisons. Donc j'ai pris 3 entreprises familiales, Bouygues, Pernod et LVMH, et j'ai pris un début 31 décembre 2006. Ce qu'on voit, c'est que grosso modo... juste avant la crise Voilà, donc elles ont eu le temps de connaître des crises et tout ça, mais ce qu'on voit, c'est qu'au bout du compte, c'est la ligne Total Return. Elles ont toutes grosso modo progressé et ou défendu le capital. Si on va vers des entreprises qui ont été administrées et dont on va parler au travers des extraits dont vous parliez, c'était un peu pour préparer des extraits, on retrouve du TF1
avec le bémol que TF1 a comme actionnaire le groupe Bouygues plutôt familial, Accor et Alcatel. Donc suivant les dirigeants qu'on a et les intérêts qu'ils peuvent avoir dans la société, on peut remarquer qu'il y a quand même des résultats et une grosse distorsion. TF1 a été frappé par, et d'ailleurs contribue dans le mouvement que j'ai décrit de Bouygues, largement à la baisse de Bouygues, pour être clair. Et pour le reste, Alcatel a pas connu un cheminement heureux, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc a fini par être vendu à Nokia. On a des dirigeants d'entreprise qui n'ont pas de vision industrielle des choses. Alors, et systématiquement, ça se termine en bouillon pour l'actionnaire. On va voir justement la vision de ces dirigeants, parce qu'on va les retrouver, en tout cas certains d'entre eux, dans la partie qui va suivre. C'est tout de suite avec notre rubrique gestion. Alors, on fait un focus sur ce secteur qui est très dynamique, bouleversé, en ébullition, secteur des médias, des télécoms. J'ai eu la chance de croiser cette semaine 3 des principaux dirigeants de géants du PAF de ce pays, en l'occurrence Gilles Pélisson, le patron de TF1, Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, et Michel Combes, le patron du groupe SFR. On va commencer tout de suite avec Gilles Pélisson. Gilles Pélisson, je lui ai demandé pourquoi cette acquisition dans les contenus, l'acquisition de la société de Fabrice Larue, Newen. Voici sa réponse. Et Newen s'inscrit dans cette production en disant voilà, c'est un agrégateur de producteurs indépendants, ce qu'un grand groupe comme nous ne saura pas faire. Ouais. Et donc, avec Fabrice Larue, ses équipes, on est capable désormais de se poser des questions sur c'est quoi les bons programmes, pas forcément que pour TF1. Également pour l'étranger éventuellement. Pour l'étranger, un programme comme Versailles. Avec Netflix et... Alors on a fait Versailles pour Canal, mais qui a été vendu dans plus de 20 pays dans le monde, ouais. Donc ça c'est fantastique. Et puis un deal comme quand on le teste, alors ça c'est pas Newen, mais une production comme Netflix, Marseille. L'idée c'est plus d'avoir cette agilité dans un grand groupe, ce qui est toujours le plus difficile en disant ils sont gros, ils sont puissants, mais par définition ils sont pas très mobiles. Là l'idée c'est plus de dire essayons d'avoir une agilité qui permet une réactivité, qui permet de jouer aussi là où on ne nous attend pas forcément. Voilà, Gilles Pélisson, interviewé à l'occasion du colloque NPA Le Figaro cette semaine, c'était une de ses premières interviews en public. Un Gilles Pélisson que j'ai senti très offensif, qui veut vraiment bouger les choses. On l'a vu avec un mercato dynamique, il veut restructurer la régie, faire plus de digital, investir dans la production, faire des deals à l'international, y compris avec des ennemis américains comme Netflix. Enfin bon, on sent qu'il a envie de secouer TF1. Hubert, qu'est-ce que vous pensez de cette action TF1 ? Je trouve que TF1 est un peu cher. Je trouve que TF1 est une action... Si vous achetez du TF1, malgré la stratégie qui est intelligente, malgré le fait que LCI soit arrivé en clair et qu'ils sont en train de jouer LCI, TMC, TF1, c'est la télévision en France qui est le pari. Le pari, c'est que c'est stagnant cette année, c'est stagnant l'année prochaine, c'est stagnant l'année d'après. Alors 2018, c'est facile de dire en 2018 ça va aller mieux. C'est la France, c'est 2018, et on a un groupe qui est totalement soumis à cette publicité et à un modèle qui est peut-être dépassé. Alors, qui est peut-être dépassé. TF1, c'est trop beau, en fait. La vérité, c'est que c'est trop beau, ça part de trop haut. C'est ça, à mon avis, le problème. Et ça surcote sensiblement sur à peu près tous les ratios par rapport aux correspondants. On dit souvent que la consommation est encore un des derniers moteurs de la croissance en France. S'il y a une valeur de consommation, c'est bien TF1. C'est la publicité. Est-ce que la publicité joue avec la consommation ? C'est un sujet. Bon. Oui, et puis c'est cher. C'est très cher. C'est quand même dans les titres, ça se paye 24 fois les résultats estimés 2016. Ça fait quand même beaucoup d'argent. C'est 30% plus cher que les comparables. Je crois tout à fait à l'économie française, mais quand acheter du TF1 beaucoup plus cher que du RTL Group allemand, et il faut quand même, il y a des raisons. C'est pour ça qu'il y a du boulot, il y a du pain sur la planche. Et non, il est très offensif et il a raison, mais il y a beaucoup de pain sur la planche. Je pense pas que le timing, en tout cas pour acheter, soit là. Et puis, si on veut acheter du TF1, il vaut mieux acheter du Bouygues dans lequel il y a des décotes, à mon avis. Bon. Autre dirigeant, Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, a une stratégie de Vivendi qui fait couler aussi pas mal d'encre. C'était juste quelques heures avant l'annonce du rachat de Gameloft par Vivendi. On l'écoute.
Aujourd'hui, est-ce que les jeux font partie de ces contenus dont nous voulons devenir un champion français mais à ambition mondiale? Tout à fait. Il y a une totale cohérence stratégique, une totale cohérence dans le développement des talents, quelle que soit leur nature, et une totale cohérence dans le fait de pouvoir, autour des métiers de la musique, de l'image, et peut-être demain des jeux, l'avenir le dira, la possibilité de pouvoir construire ce nouveau Vivendi. Alors, Arnaud de Puyfontaine qui justifie le retour du Vivendi dans les jeux après avoir expliqué que la décision de sortir des jeux finalement était de la responsabilité d'une ancienne équipe. Voilà, vous achetez plus cette stratégie, Hubert ? Sur Vivendi, oui, on a tendance à se dire qu'il va se passer quelque chose parce que Vivendi est dirigé par Vincent Bolloré qui ne fait pas que des bêtises quand on suit sa stratégie. Je disais que la stratégie n'était pas très lisible en bourse, on voit un cours qui est flat. Il me disait c'est pas vrai, si on reprend en compte tous les dividendes versés, on peut être fier de nous. Oui, c'est sûr qu'ils ont sorti du cash, mais c'est des dividendes qui ne venaient pas des profits, c'est des dividendes qu'ils ont puisé, c'est ce qu'on disait, ils ont puisé dans la trésorerie, dans le trésor de guerre. Moi je trouve que Vivendi, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui on voit bien ils sont sur des marchés qui sont difficiles. Parce que dire Canal+, c'est moins mauvais que ce qu'on vous a dit, c'est quand même pas archi excitant. Le streaming remplace la production musicale, mais c'est aussi difficile. C'est le merger and acquisition de Bolloré qu'on achète quand on achète du Vivendi. On a plutôt de la décote et on a un activisme. Le problème, c'est la fusion éventuelle avec Havas. Est-ce que c'est l'actionnaire de Vivendi, celui d'Havas, qui sera le gagnant? Ça, moi, je n'ai pas d'idée. On a du Vivendi en portefeuille, Thomas? Oui, avec un potentiel qui s'étiole considérablement. Je rappelle que nous, on avait joué Vivendi d'abord sur la problématique télécom, on en avait tiré la quintessence. Je suis d'accord avec cette histoire de dividendes dont parlait Hubert, et c'est vrai que pour nous, ça a été important. On n'était pas loin par rapport à nos prix d'acquisition d'un rendement de 10%, ce qui est juste considérable. Comme ça fait quelques années qu'on porte le titre, effectivement, et on n'est pas loin d'avoir doublé notre prix de revient. Quand on regarde le parcours boursier, dividendes non réinvestis, effectivement, ça apparaît comme moins bon, mais dividendes réinvestis, c'est pas mal. C'est un bon parcours, ça valide les histoires du téléphone et la façon dont ils en sont séparés. Ça valide aussi le contenu. On est vraiment aujourd'hui dans une entreprise qui veut être présente, et Arnaud de Puyfontaine l'a dit, qui veut être présente dans les images, dans la musique, dans les jeux. Multimédia. Et oui, parce qu'il va falloir nourrir et avec une inquiétude quand même de tous ces dirigeants, on sentait une ombre tutélaire des GAFA, les Google, Amazon, Facebook, Apple, qui quand même leur font peur en se disant « Oulala, c'est contre eux qu'on doit se battre à notre petite échelle », même si on sent qu'il y a des velléités de... Oui, franco-français, quand même franco-français, même si Vivendi, on peut espérer que Telecom Italia fasse des contenus à l'export, c'est quand même franco-français. Mais alors, c'est avec l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est que c'est quand même beaucoup moins cher que tout ce qu'on peut trouver sur les marchés mondiaux, et qu'il y a la stratégie, encore une fois, de croissance externe, de revenir dans les jeux par Guillemot, ce dont parlait tout à l'heure Puyfontaine, c'est effectivement quelque chose d'intéressant, aller vers la distribution. La FNAC, alors il justifie la FNAC en disant qu'il faut qu'on maîtrise toute la distribution. Ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien d'essayer de se rapprocher de son client, parce que le grand problème du streaming, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on allait autrefois à la FNAC acheter des disques ou des compas de disques, et aujourd'hui, Vivendi est producteur de musique, vous l'achetez en streaming, si vous voulez bien l'acheter, si vous ne la truandez pas, et donc c'est bien qu'ils connaissent leurs clients. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver l'intégralité de ces entretiens sur YouTube, la chaîne Décideur TV, ils ont été réalisés lors du colloque NPL Figaro. On va écouter quelqu'un aussi qui milite pour cette stratégie de distribution, c'est Michel Combes, le patron du groupe SFR, qui nous explique en effet pourquoi est-ce que lui croit en la convergence. L'ensemble du monde est en train de se convertir à cette convergence dont on a beaucoup parlé pendant des années. Je prenais l'exemple des États-Unis, avec le mouvement de Comcast sur NBC, d'AT&T sur DirecTV, de Verizon sur AOL et peut-être Yahoo, ou plus proche de nous, le modèle de BT avec BT Sport. Pourquoi j'y crois aujourd'hui ? J'y crois aujourd'hui parce que les technologies sont matures, prolifération des terminaux, réseau très haut débit développé un peu partout dans nos pays. J'y crois également parce que les modèles sont en train d'évoluer, les cultures sont en train de se rapprocher, les usages, les besoins des clients. Et donc parce tout que ça vous êtes fait qu'il y a concurrencé une par les effervescence. GAFA et que vous vous dites finalement on n'a pas le choix si on défend pas, si on est réduit à notre métier de contenu, de tuyau,
on va se faire écraser par les GAFA. Oui, je crois qu'on a été un peu naïf au cours des années qui viennent de s'écouler. À savoir qu'il y a une dizaine d'années, c'était un peu le monde des bisounours. Donc avec les opérateurs de télécommunications d'un côté et les acteurs du numérique de l'autre. Bon, voilà, donc un Michel Combes qui milite pour cette convergence. Le groupe a racheté en effet Next avec BFM, RMC et autres, l'Express et Libération entre autres. Voilà, convergence, contenu, tuyau. Toujours pareil, il faut nourrir ce qu'on va mettre dans les tuyaux et qu'on va pouvoir lire au travers des tablettes, vidéos, photos, éventuellement musique, éventuellement contenu. Mais au point de les posséder, c'est-à-dire avec cette notion de il faut que ça m'appartienne. Et oui, parce qu'on voit bien de la stratégie des GAFA dont vous parliez aujourd'hui, c'est d'avoir la data sur le client. Une fois qu'ils auront la data sur le client, il va falloir savoir ce que le client a envie de manger. Donc, et ceux qui auront de quoi nourrir les clients seront les rois du pétrole aussi. Donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans cette redistribution des cartes. Hubert, on n'a pas de SFR Group. Non, moi j'ai le sentiment que les télécoms en général, avec la hausse des taux aux États-Unis, donc les taux pour des investisseurs, les investisseurs ils sont quand même beaucoup aux États-Unis, c'est des fonds de pension américains, on risque de réviser un peu les prix des opérateurs télécoms en général. Bon, ça risque de baisser. Par ailleurs, dans ce groupe, le groupe Altice, c'est un groupe qui est très endetté, donc c'est une très bonne chose. Mais SFR, il a raison, la convergence, c'est une bonne chose. Est-ce qu'il a raison quand il dit qu'on est mature en technologie? Ça, j'en sais rien, parce que ça peut aller extraordinairement vite, et un puissant comme Orange prendra mieux le virage technologique, s'il y a virage technologique. C'est mon sentiment. Oui, beaucoup, parce que d'abord, ils ont beaucoup moins de dettes, et le problème du montage SFR numéricable, c'est qu'il faut absolument rembourser, envoyer du cash flow pour le remboursement de la dette. Donc c'est moins la stratégie que la structure financière qui vous gêne dans Voilà, la stratégie, c'est bien beau de dire on acquiert du contenu, ok, d'abord ça se fait pas à n'importe quel prix. Bon, ça, ils payent plutôt pas cher ces acquisitions de contenu au moment où on parle. Mais pour autant, il faut rembourser toute la dette. Et le problème de cette dette, c'est qu'elle vous empêche d'investir. Elle ne vous permet pas d'investir. Et Orange a plus de latitude, de mon point de vue. Voilà, Orange a plus de latitude pour investir parce que quand on est obligé de fournir, c'est très difficile. Orange qui ne touche pas au contenu, qui s'est brûlé les doigts plusieurs fois et qui maintenant se dit non, nous on reste dans les tuyaux. Je pense qu'ils sont en stand-by. Voilà, qu'il attend 2-3 opportunités. Oui, mais encore une fois, on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas à nouveau une révolution technologique. Snapchat, il y a 2 ans, on n'en parlait pas. Par exemple. Fanzone, on n'en parle pas encore, mais on va pas tarder. Et Fanzone, on va en parler. Fanzone.live. Voilà. Blague à part. Donc sur ce tiercé médiatique et télécom, on n'en garde qu'une pour l'instant en portefeuille, c'est Vivendi. Oui. On a quel pourcentage à peu près? On a 2%. Bon. On va suivre donc ces évolutions. Voilà, donc c'était un peu l'occasion de faire un point avec ces patrons de grands groupes. C'est toujours intéressant de les entendre s'exprimer sur leur stratégie. Je vous rappelle, si vous voulez retrouver toutes ces interviews, donc la chaîne YouTube de Décideur TV. Voilà donc ce qu'on pouvait dire. Un petit mot peut-être pour conclure l'émission sur d'éventuels arbitrages cette semaine du portefeuille. On va arbitrer, on va vendre du Vinci. On vend du Vinci parce qu'on pense qu'avec la baisse des taux, on est un peu au bout de l'histoire des valeurs d'abonnement dont on parlait tout à l'heure. On solde la ligne complètement? On va solder la ligne. On arrête avec Vinci. Alors en plus, on va avoir un petit sujet là qui est celle de l'impact des grèves. Et franchement, on a tiré la quintessence de cet investissement. C'est un bon timing pour vendre Vinci, puisque Vinci a un peu rebondi sur le cadeau, puisqu'en ce moment le président de la République fait un cadeau chaque fois qu'il ouvre la bouche, le cadeau fait au maire, donc c'est plutôt bien, mais cet ensemble, on en parlait tout à l'heure à propos des télécoms, cet ensemble des valeurs qui sont basées sur des taux d'actualisation, sur des taux extrêmement bas, sont plutôt des valeurs dans lesquelles il n'y a plus le potentiel lié à la baisse des taux. Paul veut nous dire peut-être qu'on va tomber à moins 0,50, moins 0,60, mais c'est pas parce que et c'est pas colossal. Et 2, je reviens là-dessus, pour un investisseur américain, pour un fonds de pension américain, les taux vont remonter, pas beaucoup, mais ils vont remonter. Bon, donc on solde Vinci. D'autres mouvements cette semaine dans le portefeuille? Non, on regarde Eni. L'italien. Eni, l'italien, oui, pour probablement investir dedans. Mais pour l'instant, on a un objectif de cours à 16 €, ce qui est quand même assez substantiel pour un cours à 13,80.
Donc pour nous, on participe au mouvement sur l'énergie en faisant cela. Une diversification intéressante dans le solaire d'ailleurs. Donc on regarde, mais on l'a pas encore apporté. Moi, je me demande si à terme, la position en Total pourrait pas être arbitrée en partie. Il y en a deux qui sont intéressants, ce sont Eni et Royal Dutch Shell. C'est les deux. Total était a très bien protégé. Bizarrement, dans la période du grand choc de baisse du pétrole. Si le pétrole se stabilise, Royal Dutch Shell et Eni reviennent dans la course. Je crois que c'est d'ailleurs même un analyste a dit Eni revient dans la course. Le point macro à intégrer par rapport à cela, c'est finalement ce qui va se passer avec la Russie. Ça mériterait une on va faire un spécial Russie, puisque Paul nous tease ça chaque semaine. Restez avec nous, on va faire un spécial énergie et spécial Russie, et on fera un spécial élection américaine également bientôt, un spécial technologie, enfin bref, vous allez le voir, on ne va pas s'ennuyer, cette interaction. Chaque vendredi, en direct, sur Facebook, on compte sur vous, venez sur la page Décideur TV de Facebook, posez-nous vos questions, c'est très facile. Merci messieurs, merci. À la semaine prochaine, merci à vous, bonne semaine. Chaud, hein.